Hello les gars, hello les filles. Aujourd'hui c'est le troisième numéro de La vie inspirante 2 et je suis très heureux de recevoir Dimitri Despointer. C'est un coach en optimisation du temps et il a un superbe parcours de vie à mon sens en tout cas. Tu vas découvrir un mec qui sait ce qu'il veut, qui fait des choix inspirants et qui prend une direction claire. Dimitri c'est vraiment un mec humain, super sympa. Et franchement je suis très heureux de l'avoir dans mon entourage d'entrepreneuriat. Cette interview est divisée en deux parties. Une première aujourd'hui où il explique son parcours de vie et tu vas voir c'est super intéressant. Et une seconde qui sortira dans 2 semaines avec un max de tips pour mieux optimiser son temps. Tu sais où t'abonner si tu ne veux pas manquer ça. Et avant de laisser la place à Dimitri, je me présente à toi très rapidement. Je m'appelle Pierre Creusier, ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur tous les sujets autour de l'amélioration de sa vie. À côté de ça, je suis consultant indépendant pour les entreprises et tu peux aussi suivre mon contenu directement sur LinkedIn. T'as tous les liens dans la description. Allez, assez blablaté, je te souhaite un bon visionnage et je laisse la parole à Dimitri. Bonjour Dimitri. Salut Pierre. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, sur En Forme. Première question assez classique, mais comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Merci à toi de m'inviter, merci de me recevoir. J'avais hâte de cet échange. Bah écoute, avec grand plaisir. Pour contextualiser un peu la chose pour les personnes qui nous regardent, on s'est parlé pour la première fois, je crois, au mois de septembre 2024 et on s'est rencontrés sur LinkedIn, puisque toi, tu es coach en gestion du temps, en productivité et en organisation. Enfin, tu redéfiniras ta mission mieux que moi, mais c'est à peu près ce que j'ai retenu pour être assez concis. Et ben en fait, très rapidement, on a eu un bon feeling, on a eu un call qui s'est bien passé, on a eu un deuxième call qui s'est bien passé, et bref, à chaque fois, on a des très bons échanges. Et je me suis dit que c'était pertinent aujourd'hui de t'inviter parce que la gestion du temps et la gestion de l'organisation, c'est quelque chose qui peut être assez sous-coté et qui peut mettre très rapidement en difficulté, que ce soit dans la vie pro et dans la vie perso. Et donc, tes compétences, plus ta personnalité et ton parcours très inspirant, je pense que ça peut faire un très bon cocktail pour cette interview. Bah, merci déjà pour ce super retour oui, je suis complètement d'accord avec toi. On a eu un très bon feeling, tous les 2 et à chaque fois nos échanges sont très riches donc c'est chouette que ça puisse se matérialiser comme ça et qu'on puisse aussi le partager, je trouve. Bah ouais, carrément, carrément. Ça permet de faire les choses un peu autrement. Première question pour toi, qui es-tu? Tout simplement. Tout simplement, ouais. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une très bonne question. Je suis quelqu'un, de joyeux, d'humain et de vivant, si je dois me définir en tant qu'humain. Je suis très Ok. curieux et je suis, comme tu l'as dit, coach professionnel. Alors, je dirais plutôt, en optimisation du temps, plus qu'en gestion du temps. T'es basé en France aujourd'hui? Comment ça se passe de ce côté-là pour toi? Ouais, tout à fait. J'habite, à Gap, donc je suis au pied des Alpes. C'est, Ok. d'ailleurs un choix, perso, hein, à la base, parce que je suis féru de montagne, je suis beaucoup dehors. Je pratique beaucoup de sport outdoor aussi et donc je suis venu ici pour cette raison-là à la base. J'ai rencontré ma femme, on est tombés amoureux l'un de l'autre et du coin, donc on est restés et ça va faire 10 ans qu'on est ici. Mais c'est génial, hein, c'est trop top. Parce que, d'ailleurs, de base, t'étais je pensais vraiment que t'étais originaire de Gap, en fait, mais pas du tout. Pas du tout, je suis né, en Franche-Comté, je suis né à Besançon. Ah oui, effectivement. Et peut-être qu'en fait, tu me l'avais dit, ça me parle maintenant. Bah, c'est la montagne aussi, remarque, la Franche-Comté. Bah, alors pour les montagnards, pas vraiment, les montagnards te diront que ce sont des collines et pas des montagnes. OK, donc aujourd'hui, tu à la montagne, tu es dans un cadre de vie qui te plaît et finalement, est-ce que c'est ce cadre de vie qui t'a aidé toi aussi à te trouver en tant qu'être humain et à savoir, où tu en es, aujourd'hui? Alors, ça y contribue parce que c'est une partie forte de mon ADN, la montagne, pour plein de raisons. À la fois le côté air pur, parce que mine de rien, la qualité de l'air est exceptionnelle. La qualité aussi de vie est exceptionnelle parce que, bah, comme l'air est pur et comme on est très dans la nature, on a accès à de la bouffe de vraiment de qualité. On a des super agriculteurs, on a des super producteurs dans le coin. Et c'est des éléments qui sont hyper importants, moi, dans ma vie perso. J'ai besoin de bien Bien sûr. manger, hein. Je suis un gros mangeur, un bon mangeur. C'est une vraie partie de ma vie, hein. Faut-il manger pour vivre ou vivre pour manger? Moi, je vis pour manger très clairement. Donc ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je suis ici et parce que, les Hautes-Alpes permettent d'avoir une vraie diversité de produits. Il nous manque que les produits de la mer, mais ça, c'est une évidence et encore qu'on a de la truite, de la très bonne truite de ruisseau notamment. Mais sinon, on a tout. On a vraiment une diversité de fruits et légumes parce qu'on est quand même en PACA, donc on est dans le sud, hein, 300 jours de soleil par an. Donc on a des vrais légumes aussi du sud toute l'année, enfin des diversités de légumes pardon toute l'année et des légumes du soleil l'été. Et on a tout, on a des producteurs de viande, on a des producteurs de charcuterie, on a du fromage, on a du vin, on a du miel, enfin on a vraiment, de quoi vivre finalement. Si tu veux vivre avec que des produits locaux, tu peux.
Bon, ça restreint un petit peu parce que tu as pas de chocolat et compagnie, mais tu peux quand même vivre avec vraiment des super produits et tout dans un rayon de moins de 50 kilomètres, quoi. Donc effectivement, les C'est, montagnes, ça contribue à la raison pour laquelle je suis ici et pourquoi en tant qu'être humain je me développe parce que c'est vraiment en fait un endroit qui correspond à mes valeurs et à la façon dont moi j'ai envie de vivre ma vie. ça a été pour toi une évidence, en fait, assez rapidement quand tu es arrivé, à cet endroit-là, tu as ressenti cette alchimie finalement avec le lieu de vie? Bah, je vais te faire un petit point du coup, de parcours de comment j'en suis arrivé ici, puis ça va t'éclairer. Moi, je suis un fainéant, je me revendique fainéant, mais pas de manière péjorative. Souvent on le connote de manière péjorative en tant qu'être feignant, bah, c'est avoir envie de rien foutre ou d'en faire le minimum. C'est pas tant ça. Pour moi, être feignant, c'est plutôt chercher le chemin le plus court et donc OK, quand j'ai fait, mes études, donc j'ai, switché à plusieurs moments de mes études. Sur la fin de mes études, j'avais un excellent projet sur lequel je voulais aller, mais pour ça, il fallait que j'ai un diplôme et puis, ma mère m'a poussé aussi à avoir un diplôme et elle a bien fait, puisque ça fait toujours du bien, mine de rien et donc j'ai cherché la formation dans laquelle j'allais avoir le moins d'heures et dans laquelle j'allais pouvoir le plus profiter de l'endroit où j'allais être et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Gap. et c'était quoi comme formation? C'était une formation en gestion d'entreprise sportive et de loisirs, axée métier de la montagne. Style un centre aéré, à la montagne, par exemple? Ouais, c'est un peu l'idée. Le projet qu'il y avait derrière, OK, c'était une base de water jump. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas OK, et qui nous écoutent, c'est, simplement des grosses rampes et puis un bassin d'atterrissage avec, on va d'accord. dire 2 volets. Le volet, ludique puisque tu c'est hyper fun à faire et puis il y a aussi le volet qui moi m'intéressait qui est sport pro. C'est un outil de développement pour tous les sports de freestyle, que ce soit, le BMX, le ski. Les ambassadeurs notamment de ce sport-là sont des, Kevin Rolland par exemple, hein, qui est un des OK. grands champions de ski freestyle en France. Donc il y a vraiment ces 2 choses-là et ce projet correspondait du coup parfaitement à la fois à qui j'étais, à ce que je voulais faire, avec le côté montagne, avec le côté sport, avec tous ces éléments-là. Donc ça a été un peu une évidence d'aller là-dessus, et une évidence du coup de le faire ici. D'accord, OK. Donc déjà à 18-20 ans, parce que c'est à peu près la tranche d'âge que tu avais à ce moment-là, tu étais déjà dans cette idée d'optimiser ton processus pour aller vers quelque chose qui te plaît quand même malgré tout. J'imagine que tu serais pas allé vers une thématique qui t'attirait absolument pas. Et en fait, ouais, tu as eu ça, assez tôt finalement en toi, quelque part. Tu sais d'où ça vient? Tu as une explication ou c'est juste ta nature? Alors il y a 2 éléments. Déjà la notion de plaisir effectivement, dans laquelle moi, j'y mets une vraie pointe. C'est-à-dire que faire les choses pour les faire, ça me répond pas, ça me parle pas. Par contre, faire les choses avec du plaisir, pour moi, c'est là qu'on s'épanouit le plus, qu'on y trouve le plus et c'est là qu'on est heureux finalement. Et le côté, tu sais, métier passion, le côté travail, en fait, on peut casser la logique de travail brut de décoffrage quand on a cette notion de plaisir-là, justement. Donc il y a le plaisir était vraiment une notion là-dedans et le côté optimisation, il vient de très loin. Comme je te disais, moi, je suis un feignant et je l'ai découvert très tôt puisque je l'ai découvert à l'école. J'ai D'accord. compris très, très vite que, je pouvais, répondre aux attentes de mes profs, aux attentes des encadrants, des enseignants et que ça me permettait, en fait, de me dégager du temps et donc si je maximisais, mes capacités naturelles puisque moi j'ai une bonne, écoute donc je peux, être focus pendant, 2-3 heures sur un cours. Si je suis bien dedans, que je prends des notes, derrière, j'ai pas forcément besoin d'y revenir beaucoup. Donc je peux me dégager énormément de temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire être dehors, profiter, voir mes potes, voir la famille, quoi. Ouais, prendre du plaisir dans la vie et quelque part, en fait, il vaut mieux ça parce que je vais faire une petite digression, mais j'ai vu beaucoup de gens, moi, autour de moi dans mes études, passer énormément de temps sur leur révision, sur du travail à côté, sur en plus de leurs cours et à la fin, ça finit en pétage de plomb. Un alignement entre le corps et l'esprit qui est plus forcément là. Enfin, ça se traduit par des prises de poids parce qu'il y a plus d'activité sportive, parce qu'il y a une alimentation, tu en parlais tout à l'heure, qui est pas forcément optimale, sans aucun jugement, hein, bien évidemment, mais c'est parce qu'il y a tellement une quantité de stress et une quantité de travail, de charge mentale qu'en fait, tu perds complètement en lucidité. J'ai vu, moi, des personnes dans mon entourage totalement perdre en lucidité et se transformer et finir limite en angoisse de surcharge mentale, de surtravail et donc finalement, le fait d'avoir réussi, toi, à développer ce côté-là, bah, ça t'a permis de gagner, beaucoup de temps et ça, c'est cool. Complètement et je pense que je suis chanceux aussi. En tout cas, je me considère comme chanceux parce que, il y a des chemins, de passion. Par exemple, on va aller sur la médecine, tu vois? Si tu es passionné par la médecine, par le fait d'aider les gens et que tu vas aller sur ce chemin-là, tu es quand même un peu obligé à un moment donné de consacrer 10 ans de ta vie, d'être, dans un cercle aussi Oui. qui est très prenant et donc finalement, cette la contrainte, elle s'impose. Moi, j'ai eu cette chance-là
de savoir que c'était pas mon chemin et que mon chemin, c'était d'entreprendre puisque je l'ai su, dès le début de mes études et peut-être même avant puisque j'avais déjà des petites idées de projet et que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Tu vois, quand on était à l'école et qu'il fallait, payer les voyages et qu'il fallait aller vendre des Ouais, calendriers, bien vendre des sûr. chocolats et cetera. Ça, c'est un truc qui me faisait triper. Non pas pour le côté porte à OK. porte, mais plutôt pour le côté, se saisir d'un projet et puis, bah, aller au bout du truc. Donc j'ai Trouver des toujours eu solutions. ouais et j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre. Donc je savais que mon chemin, il allait être plutôt là-dessus et j'ai OK. de la chance parce que ce chemin-là, il se fait beaucoup par le terrain. Oui, il faut des compétences, oui, tu peux te former, oui, tu peux acquérir des choses, mais globalement, l'expérience d'entrepreneur, elle se fait en faisant et sur le terrain. Donc j'ai eu cette chance-là, en tout cas, je me considère chanceux d'avoir compris que mon parcours à moi pouvait être, parfaitement en adéquation avec la façon dont je voulais mener ma vie. Oui, OK, c'est vrai, tu as raison, ça c'est vrai, tu as raison. Le parcours entrepreneurial et tu vas nous en parler, il y a beaucoup de terrain, il y a beaucoup de, comment ça s'appelle? De concret, en fait, tout simplement et puis il y a beaucoup aussi, tu testes, ça passe pas, ça passe pas. Une année en médecine, comme tu le disais, ça passe pas, c'est peut-être un peu plus embêtant, par exemple. Même si après, pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient sur des études de médecine, de droit ou c'est sur des parcours très prenants comme ça, malgré tout, il y a des personnes qui arrivent à le gérer très bien et à couper aussi, totalement 24 heures par semaine et enfin derrière, bah, tu au bout. Alors, tout dépend. Si t'es fait pour ça, c'est plus simple. Si t'es moins fait pour ça, bah, tu dois plus galérer. Mais je suis partisan parfois de dire que dans son parcours, faut savoir aussi pourquoi on est fait. Et faut peut-être pas toujours aller vers là où on a envie d'aller dans un premier temps. Et cette notion de plaisir, de dire ah ça m'intéresse, c'est bien, c'est important. Il faut faire des choses qu'on aime dans la vie. Mais parfois, on peut faire quelque chose pardon qu'on aime peut-être un peu moins, mais dans lequel on est bien meilleur. Et ça peut nous permettre dans un second temps de développer cette chose qu'on aimait encore plus au départ, parce que on se donne du temps, on apprend, on prend de l'expérience. Et je sais pas toi, mais je pense que à 30 ans, eh bien, on est bien plus en capacité d'apprendre plus facilement de manière plus maligne qu'à 20 ans, par exemple. Je suis tout à fait d'accord et puis d'autant que, la vie guidée par le plaisir, c'est aussi une notion qui est très idéaliste, mine de rien. On est quand même contraint par le monde dans lequel on vit, la société à laquelle on appartient et donc des fois suivre juste ses envies, ses désirs et d'aller sur le plaisir, bah, effectivement, ça peut plus fermer des portes qu'en ouvrir. Donc c'est bien aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi, de comprendre ce dans quoi on est bon, ce dans quoi on peut aller aussi, parce que le plaisir, il peut venir avec, tout simplement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bah, forcément, quand tu réussis, tu as des hormones positives, donc tu prends du plaisir. Enfin, c'est mathématique, non, mais c'est chimique en tout cas. Ça, c'est certain. Et puis, ça t'empêche pas non plus d'enchaîner les expériences parce que, donc tu vas nous le raconter, mais si aujourd'hui tu fais de l'optimisation du temps, ça a pas du tout commencé comme ça, ton parcours entrepreneurial. Non, effectivement, ça a pas du tout commencé comme ça, loin de là. Même si ça a toujours été une toile de fond, tu l'as compris, hein, d'optimiser mon temps en premier lieu. Ça a commencé par des études d'architecture. Donc, tu vois, je suis parti aussi sur OK. quelque chose, d'un peu différent, parce que je crois aussi qu'il y a plusieurs éléments, hein. Quand on part déjà, on est jeune, quand on nous envoie vers des études. J'entends au niveau de la maturité de notre réflexion, on est souvent beaucoup trop Totalement. jeune et donc, bah, pour beaucoup, ça a pas de sens. Mais c'est comme ça, hein, c'est notre système, puis à un moment donné, faut bien y mettre le pied. Il y a cet élément-là. Moi, j'étais, fan aussi, d'architecture et je le suis toujours, c'est quelque OK. chose qui me plaît, mais plutôt sur le côté passion, donc j'ai commencé par ça. J'ai vite arrêté parce que, c'est un monde qui est très politisé et ça, pour le coup, c'est très loin de mes valeurs. Grosso modo, hein, un architecte qui travaille aujourd'hui, c'est parce qu'il a des permis de construire, hein, c'est ça qui valide un projet et puis qui, du coup, enclenche les travaux et la mise en paiement, de l'architecte, hein, sinon tu travailles que pour des devis et ça, c'est quand même corrélé à la personne qui valide le permis de construire et qui est donc une instance. En l'occurrence, c'est les mairies, hein, très souvent qui s'en occupent. Ouais. Donc, pour moi, ça a été compliqué et quand je l'ai compris, très rapidement dans ma première année, je me suis dit: «OK, ça, c'est pas pour moi. Je pourrais pas aller là-dessus, c'est un truc qui va heurter mes valeurs et je veux pas pousser là-dessus parce que je sais qu'un jour ou l'autre, ça va me faire craquer». Donc j'ai eu une remise en question très rapide de: «OK, ces études-là, bah, ça me plaît, c'est génial, mais ça va pas aboutir. En tout cas, il faut que je me sorte de ça». Je suis parti du coup, sur de la gestion d'entreprise sportive et de loisirs, comme je te le disais, parce que, à ce moment-là, j'ai eu un projet, hein, je reprends le fil là où on l'a laissé. Donc ce projet-là m'a poussé vers ces études-là. Enfin, tu vois, tout s'est un peu goupillé. J'ai cette chance-là que les planètes s'alignent dans ma vie régulièrement. Donc, au moment où j'étais perdu, bah, boum, j'ai eu ce projet qui est arrivé, par de la famille. J'ai eu les études qui allaient bien avec, qui me permettaient en plus d'être dans un rapport au temps qui me convenait. Donc j'ai tout ça qui s'est goupillé. Ce projet a jamais pris parce que je me suis heurté à la logique de la politique, hein, pour monter un projet comme ça, il faut un terrain d'un peu plus d'1 hectare et donc ça veut dire de passer, bah,
par des instances politiques pour lesquelles je pense que j'étais pas armé non plus, j'étais trop jeune, j'avais pas les codes, j'avais pas ce qu'il fallait probablement dans le bagage, même si j'avais une boîte qui me soutenait et qui était prête à financer le projet. Donc j'ai dû travailler, à côté puisque je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche et de plaisir et de montagne. À un moment donné, il faut quand même, mettre, un petit peu des sous, à la banque, pour payer un Tu toit m'étonnes. et de la bouffe. Donc j'ai travaillé en hôtellerie-restauration parce que, par chez moi, comme je suis dans un lieu de vacances, il y en a énormément, il y a beaucoup de travail saisonnier et c'était aussi, quelque chose, bah, encore une fois, hein, les planètes s'alignent, qui me convenait parce que ça me permettait de pas travailler toute l'année. Donc j'ai pu OK. explorer mon rapport au temps aussi sur cette facette-là, de me dire: «Comment je fais dans une année pour trouver des moments, des vrais moments de coupure?» De pas attendre d'avoir une semaine de RTT par-ci, une semaine par-là ou 15 jours au Bien maximum sûr. et de me dire: «Je peux potentiellement prendre 3, 4, 5, 6, voire même, j'avais fait 8 mois, une année, de vacances d'affilée. Donc d'alterner OK. des périodes de travail et des périodes de vacances. Alors bien évidemment, quand tu es dans cette logique-là, les périodes de travail, c'est pas du 35 heures, parce que tu dois faire tes heures de l'année. Donc si tu les fais Ouais. sur 6 mois, bah, ça veut dire que tu bosses le double, hein, très concrètement, voire même un OK. peu plus, puisque l'hôtellerie-restauration, c'est un secteur où tu peux vite te retrouver à 80-90 heures par semaine sur les périodes hautes, notamment de l'été ici. Donc c'était pas forcément évident, mais ça m'a permis de vivre et en fait, je me suis quand même plu dans ce parcours-là, parce que j'aime recevoir, j'aime partager, donc j'avais l'impression aussi de contribuer au bonheur des gens. Ils venaient, ils étaient en vacances et puis moi, je leur apportais des services qui leur permettaient d'en profiter, donc c'était Bien très, sûr. très chouette de pouvoir faire ça et puis comme j'avais un diplôme, j'ai eu la chance aussi de pas être dans de l'opérationnel, mais d'être tout de suite sur des postes plutôt de responsables à différents niveaux, hein. J'ai été responsable de bar, responsable de restaurant, j'ai fini directeur d'un petit hôtel 4 étoiles au fin fond de la montagne, perdu au fin fond des montagnes. Donc j'ai aussi eu la chance de pouvoir évoluer de saison en saison parce que j'avais pas d'accroche. C'est aussi l'intérêt des saisons, hein. Si tu te sens bien, tu peux renouveler, mais si, tu as envie d'aller ailleurs, bah, tu peux changer d'établissement tous les ans et donc tu peux aussi évoluer assez rapidement parce que tous les ans, tu peux monter finalement. Ouais, donc quelque part, tu avais une certaine liberté, de choix dans ton travail, mais aussi avec une contrainte. Est-ce que, comment ça fonctionne, j'imagine? C'est des CDD quand tu es saisonnier, c'est ça? Ou, Alors et le reste du temps, c'était du chômage, en gros? Alors, tu as plusieurs possibilités. Tu as des CDI et des CDI qui sont annualisés, hein, donc dans lesquels tu OK. travailles soit par exemple 70 de ton temps. Donc tu vas être payé 70, mais par contre tu vas être payé toute l'année. Ouais. Donc tu as tes OK. vacances, mais du coup tu es quand même payé. Et quand tu as enfin, dans certains secteurs et à certains postes, tu as un salaire qui te permet, même avec 70 de ton salaire mensuel, de vivre très convenablement. Et tu as aussi des CDD pour les saisonniers comme moi ponctuels. Là, pour le coup, c'est un truc un peu particulier dans le droit, c'est même des CDD saisonniers. Ça répond à vraiment un cadre spécifique, notamment sur lequel tu t'assois sur les horaires de nuit, tu t'assois sur une partie des heures sup, enfin tu t'assois sur beaucoup de trucs parce que c'est une logique de saisonnier. Donc c'est une petite entourloupe qui marche bien Ouais, 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 bien sûr. et qui permet aussi, et je le comprends de l'autre côté, mais qui permet à ces sociétés-là de vivre parce que sinon, quand tu termines un CDD habituel, tu as quand même une prime de précarité et qui peut, sur un CDD de 7 mois ou 8 mois, avec un bon salaire, ça coulerait les boîtes très clairement. Donc c'est aussi bien qu'il y ait ce côté-là qui y réponde, ça permet de trouver un équilibre et effectivement d'alterner avec des périodes de chômage. Alors en sachant que, bon, pour être passé par Pôle emploi, mais côté conseiller, c'est un peu particulier, parce que tu as un délai de carence, hein, quand tu t'inscris, quand tu as un bon salaire, une bonne prime de fin de saison, tu peux te manger 3 mois de carence. Donc tu vois, quand tu prends, 4 ou 5 mois de Ouais. vacances, bah, le chômage, tu l'as quand même pas beaucoup. Donc tu Oui, bien vis quand sûr. même beaucoup sur ce que tu as engendré, financièrement. Mine de rien, ce que tu mets de côté, en fait, chaque mois, pendant ton travail, c'est aussi ça qui te permet de vivre sur les creux de l'hiver, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce que j'observe, pardon, je vois que il y a une certaine évolution chez toi. Une certaine tu as toujours voulu évoluer, en tout cas aller vers du plus. Est-ce qu'on peut dire que tu as toujours eu confiance en toi et que tu as toujours su prendre des décisions? Alors prendre des décisions, je dirais que ça m'est arrivé, vite. On va dire que, à mes 18 ans, j'ai eu une chance incroyable puisque dans cette école d'archi, j'ai rencontré mon meilleur ami. Un petit coucou à Nico aussi, s'il nous écoute, qui est un de mes business Salut Nico. partners et qui est un OK. homme incroyable, pour le coup et on a découvert le dev perso à cet âge-là, tous les 2 ensemble. Donc on a aussi beaucoup OK. exploré cette capacité de décision, on l'a fait ensemble et puis, mine de rien, quand tu es 2, c'est quand même complètement différent. Le rapport à l'évolution, même s'il est pour toi, hein, on parle de dev perso, ben, quand tu as quelqu'un qui ne te juge pas, qui t'apporte aussi de la neutralité et puis qui t'apporte une posture de coach finalement assez tôt, bah, ça t'aide beaucoup à te responsabiliser sur ce qui est prise de décision et sur ce qui est côté confiance aussi. La confiance, je dirais, que c'est pour le coup, alors je sais pas si je l'ai toujours eu, hem,
Si je dois me décrire, tu vois, je dirais qu'au contraire, c'est quelque chose sur lequel je doute et je doute encore même de ça, hein. J'ai travaillé avec mon coach, Jean-François que tu connais. On a travaillé, là-dessus encore très récemment, sur ce côté, légitimité, sur ce côté aussi, comment je me saisis des mots que je veux employer pour, porter mes valeurs. Donc même si je sais qu'on me le dit, hein, que je le renvoie, moi je me considère pas comme quelqu'un avec beaucoup de confiance en moi. Je dirais plutôt que j'ai confiance dans mes choix parce que je sais qu'il y en a pas de mauvais et que en fait, tu beau pousser des portes, même des fois si, c'est pas les bonnes, bah, en fait, t'apprends. Et ça, je l'ai compris très tôt parce que j'ai été confronté à l'échec du coup très vite quand j'ai commencé mes études, tu vois? Le fait de tout de suite me dire: «OK, ça c'est pas fait pour moi», là où tout le monde suivait sa voie, là où tout le monde, poussait dans ses Mmh. études, à tort ou à raison, hein, d'ailleurs. Comme tu le disais, hein, il y en a qui se cassent la gueule avec cette logique-là. Mais moi, j'ai été confronté à cette notion d'échec très vite. Et puis, en parallèle, ce dont je t'ai pas parlé, c'est que dans mon premier trimestre d'études, j'ai monté ma première boîte. Donc, j'ai aussi eu la logique d'entrepreneur très tôt, et donc je me suis cassé la gueule très tôt, très vite sur plein de projets. Forcément, hein, quand tu es multipreneur, que tu commences tôt ce parcours-là, tu te manges un Bien certain sûr. nombre d'échecs. J'ai eu plus de projets qui sont jamais sortis de la feuille et qui ont jamais vu le jour que de projets qui ont fonctionné. Donc j'ai été confronté à l'échec très tôt et ça remet aussi très vite en place sur le côté, dédramatisation de c'est pas grave de se planter. Au contraire, tu t'enrichis, t'avances quoi. Bah oui, clairement. Si tu te trompes pas, de toute façon, tu prends pas conscience de tes process. C'est marrant, mais en fait, t'avances, et limite, tu prends une surconfiance qui est fausse. Tu te sens intouchable. Et le jour où tu te prends un truc dans la figure, tu comprends pas ce qui t'arrive. Et d'ailleurs, enfin, après, ça crée des biais cognitifs qui sont super, ils sont, le syndrome du sauveur, je crois, le biais du sauveur, un truc comme, je crois que c'est ce terme-là, Syndrome du sauveur. où, le biais du sauveur, voilà, où effectivement, bah, j'avais lu dans un livre que je recommande toujours, et donc j'ai oublié la référence, mais je le retrouverai pour après sans aucun souci. En fait, c'est un livre qui parle justement des biais cognitifs, et en fait, c'était le mec qui a créé les Apple Store. Ça a été un succès exceptionnel, tu vois. Et donc, il est parti d'Apple un jour, et il s'est retrouvé dans une autre boîte avec une autre cible totalement, plus discount, etc. Et il a voulu réappliquer exactement la même chose. Et tout le monde pensait que c'était le sauveur. Et ben en fait, l'entreprise qui était historique aux États-Unis et qui était déjà en difficulté, elle a coulé. Définitivement, parce qu'en fait, bah, ils ont tout remis sur lui. Lui, il a réappliqué, copié-collé, sans trop réfléchir le pourquoi du comment, ce qu'il avait fait chez Apple. Et en fait, au final, eh ben, ça a pas fonctionné. Et quand il y a des analystes business qui ont pris du recul après, ils ont identifié que en fait, la réussite des Apple Store, pardon, c'était pas juste la réussite du bonhomme, mais c'est parce que t'as l'iPhone qui est sorti au même moment, parce que t'as l'image de marque qui véhiculait quelque chose. Et en fait, il y avait plein de choses extérieures, du contexte extérieur, qui ont totalement ébloui. Alors que justement, quand t'es dans l'échec, eh ben, tu remets en question tes process. Tu t'attardes moins sur le contexte extérieur. Ou alors, si tu t'attardes que sur le contexte extérieur, malheureusement, tu réussiras jamais. Moi, c'est ma conviction absolue. Et donc, c'est pour ça, c'est intéressant quand tu nous expliques, pardon, qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont jamais sortis de la feuille, bah, c'est que tu as su te remettre en question, en fait. C'est que tu as su dire, non, là, c'est peut-être pas le bon moment, peut-être plus tard. Et puis, de toute façon, là, j'ai essayé ça. Peut-être que j'ai réussi, mais ça correspondait pas à mes valeurs. Là, j'ai essayé ça. Ça correspondait plus à mes valeurs, mais j'ai échoué. Donc, quelque part, moi, je trouve que cette réflexion, elle est très, très intéressante. Moi, je te rejoins complètement et je crois que ça apporte aussi une compétence qui est hyper importante, c'est le doute. Mine de rien, quand tu te plantes, tu viens briser tes certitudes. Les certitudes, c'est bien, hein, ça permet aussi d'avancer, ça permet aussi Bien de sûr. se conforter, ça permet de booster aussi sa confiance, son ego et cetera, donc ça a du positif. Mais comme tu le dis et j'en suis aussi convaincu, à l'excès, c'est pas bon parce que tu t'enfermes dans des schémas et je crois, pour te rejoindre, que c'est aussi ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se prennent le mur, qui se tapent, complètement la tête dedans et qui finissent en épuisement ou en burn-out, hein, pour mettre le mot dessus. C'est parce qu'à un Bien moment sûr. donné, les certitudes, ça maintient dans une forme de confort. Et ça, malheureusement, c'est pas bon, je crois, sur le long terme. C'est bien de sortir de sa zone de confort, alors pas à outrance, hein, c'est pareil, tu vois, je suis quelqu'un de nuance et de curseur, tu le sais, mais je vais mettre ces deux mots-là parce qu'ils sont importants pour moi. C'est bien de jauger, c'est ni tout noir ni tout blanc, c'est pas, voilà, faut pas être dans l'excès de l'un ou de l'autre. Mais à un moment donné, de pas être dans des certitudes trop établies, c'est aussi ce qui permet de s'ouvrir et c'est ce qui permet à un moment donné de comprendre le monde parce que on a beau se faire un chemin et on a beau du coup se créer des certitudes, ben, ce qui fait qu'on avance et ce qui fait, je crois, qu'on est riche, c'est de ce qu'on donne, c'est de ce qu'on échange avec les autres parce que tout le monde a des choses à t'apprendre. Et c'est pas une question de compétence, c'est pas une question, tu vois, Bien sûr. de progression, de réussite, de ce que tu as fait ou pas dans ta vie, mais plutôt la façon dont tu as vécu ce que tu as vécu et donc tu l'as accusé.
Et donc la perspective que tu mets sur les expériences que tu as eues, pour moi, c'est ce qui est le plus enrichissant et c'est vraiment ce dont on peut se nourrir quand on échange avec les autres. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour compléter ce que tu dis, d'ailleurs, je pense que échanger avec des personnes qui ont échoué, c'est super important aussi. Et qui ont pris ce recul nécessaire là aussi. Parce que toi, ça te permet de gagner du temps même. Et puis aussi gagner dans l'expérience de l'autre, même si on prend jamais de l'expérience de la même manière que l'on la vit quand on nous la raconte. Mais en l'occurrence, je pense que c'est super important et faut savoir aussi parfois faire preuve de modestie. Et une des terribles erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de ne pas être à l'écoute. Je pense que être à l'écoute, c'est une compétence qui est géniale. Et combien de fois dans le salariat, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas à l'écoute. Je pense que toi, ça a dû t'arriver aussi, même si tu été moins dans le salariat comme moi, ou quoique si un peu, mine de rien. Ces personnes-là, bah, c'est des très mauvais managers au sens large, voilà. C'est aussi généralement des mauvais gestionnaires pour eux-mêmes. Enfin, et c'est dommage. Alors qu'être à l'écoute et savoir un peu faire baisser son ego de temps en temps, ça peut avoir du sens. Beaucoup de sens. Et c'est même indispensable. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je dirais, que l'écoute, c'est sur 2 niveaux. Il y a l'écoute des autres et là, pour le côté manager, ça fait, parfaitement du sens, hein. Quand tu écoutes tes équipes, ça aide quand même vachement à les comprendre et à mettre en place des systèmes qui correspondent à tout le monde et puis il y a aussi être à l'écoute de soi et là, pour le coup, pas besoin d'être Bien sûr. manager, tu peux être, simplement, collaborateur et si tu t'écoutes pas, c'est aussi ce qui fait que tu crées cette prison, en fait, que tu te maintiens dans ce qu'on disait, hein, ce système qui te correspond pas. Donc l'écoute de soi et l'écoute des autres, c'est à mon sens quelque chose qu'on devrait nous enseigner dès le plus jeune âge à l'école. Voilà, si jamais un politique responsable nous écoute, passe par là, je pose une pierre ici comme ça, à l'édifice, mais c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à faire et pourtant c'est quelque chose, comme tu le dis, qui devient une vraie compétence et ça touche tout le monde, en fait, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois retraité. S'écouter, écouter ses besoins et écouter les autres, c'est vraiment une compétence clé, à mon sens, dans la vie pour avancer. Je suis vraiment d'accord avec toi et je pense qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle d'enfants, d'éducation, on est sur le mauvais driver, on est sur le driver réussite. Et pas sur le driver écoute. En fait, je pense que ils sont vachement mis en opposition, alors que pour moi, ils sont complémentaires. Mais il y a un côté qui est assez égo, assez réussite. Ça commence à l'école primaire, où je pense que tu l'as vécu aussi, mais en classe, les bons élèves et les moins bons élèves, peu importe la discipline d'ailleurs. Mais bon, si t'es moins bon au sport, quelque part, c'est pas grave, parce que tu réussiras quand même ta vie. C'est vachement le discours enfin, que moi j'ai entendu, tu vois. Alors que par contre, si t'étais très bon en sport et moins bon en mathématiques, t'allais échouer ta vie. Enfin bref, c'était presque ça. Quand je vois le salaire des footballeurs professionnels, je me dis qu'il fallait quand même mieux être bon en sport. Mais bon, ça c'est c'est un autre débat. Mais en fait, on est tout le temps drivé sur cette histoire de réussite. T'as fait telle grande école, t'as fait tel lycée même, t'as fait t'es issu de telle famille, tes parents font tel métier. On te demande jamais d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et je pense pourtant que c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que cette notion de réussite n'est pas compatible avec la notion de bien-être. Pour avoir du bien-être, à peu près toutes les études scientifiques sont unanimes, il faut avoir des temps de calme et des temps de pause, des temps où on s'écoute, des temps de plaisir. Et sauf que la course à la réussite de soi, et pas forcément de la réussite de tous, elle te pousse à te dépasser toujours plus, à aller chercher toujours plus de dopamine ou quoi. Mais quand on y réfléchit, c'est totalement idiot parce que c'est comme si tous les jours, quand tu allais faire ton footing de 10 km, tu te disais je dois taper la meilleure perf ever. Mais tu fais ça, tu meurs. En fait, c'est automatique. Et donc, je pense justement que le fait d'être à l'écoute de soi, pour revenir sur ce que tu disais au départ, c'est aussi savoir dire, bah, à un moment donné, pour réussir avec beaucoup de guillemets et savoir où je souhaite aller, là maintenant j'ai besoin d'un temps de pause. Ou là maintenant j'ai besoin de prendre tel recul, de faire une retraite, de faire une formation, de prendre du temps avec ma famille et d'écouter aussi les autres. Et en fait, je pense que vraiment la réussite au sens large passe par cette écoute-là. Mais je suis d'accord et pour moi, ça soulève aussi un point qui est hyper important. C'est quoi la réussite, en fait? C'est vraiment une, tu vois, une question de fond qu'on peut se poser tous autant qu'on est. C'est quoi ta notion de réussir? À quel moment tu vas avoir l'impression d'avoir réussi? Parce que le modèle dont tu nous parles et le modèle de réussite qu'on nous impose, il est quand même très mathématique, il est quand même très centré sur l'épanouissement professionnel, il est quand même très Totalement. aussi corrélé, Financier. voilà, financier, hein, au niveau de salaire, au niveau de hiérarchique dans lequel tu es, de waouh, combien tu as de salariés, combien tu as d'employés, combien tu as de gens dans ton équipe, enfin et ça, c'est pour moi, c'est un vrai non-sens et j'ai envie de dire, c'est peut-être la première question à se poser, notamment quand on entreprend, mais ça vaut aussi pour le salariat, c'est de te dire: «C'est quoi ta notion de la réussite?» et finalement la réussite,
à mon sens, et là c'est que mon avis perso, hein, chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut, mais c'est pas qu'une réussite professionnelle. Réussir sa vie, c'est quoi finalement? Et c'est une vraie question de fond, je trouve, qu'on peut se poser. Figure-toi que t'es pas le premier à te la poser, bien évidemment, et que lors d'une précédente vidéo, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai les classements. La question était posée aux Français. Je te dis ça parce que en étant beaucoup dans l'entrepreneuriat comme toi et en voyant parler de chiffres toute la journée, j'étais persuadé, ça m'a été rentré dans le cerveau que la réussite financière était la chose la plus importante pour les gens. Et en fait, la réussite financière, c'est le quatrième choix des gens. C'est-à-dire que dans les trois premiers, tu as la réussite pro qui est là, qui se classe deuxième. Mais sinon, c'est avoir un bon entourage familial et avoir un bon entourage amical. Dans familial, tu as aussi compagnon, compagne. Tu te rends compte que l'entourage, ça prend 2 choix sur 4. Et que l'argent, ça prend que le quatrième choix. Et après, derrière, tu avais d'autres choses, comme le lieu de vie aussi, potentiellement. Moi, je pense que le jour où je vivrai dans l'endroit où je me sentirai épanoui, j'aurai un sentiment de réussite qui sera beaucoup plus fort que le jour où j'aurai 6 chiffres sur mon compte en banque. Et c'est peut-être totalement idiot pour beaucoup de gens qui nous écoutent, mais si t'as 6 chiffres sur ton compte en banque, mais que tu vis, je sais pas, par exemple, à Paris où ça grouille toute la journée, où t'as pas d'espace, moi, à titre personnel, j'y verrais pas d'intérêt, tu vois. Donc, effectivement, t'as raison. C'est quoi la réussite? Et je pense que c'est à chacun de créer son chemin de réussite. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je la glisse en fiche pour les personnes qui nous regardent, sur comment réussir sa vie. Et finalement, je veux pas trop spoil, mais à la fin, c'était, en fait, c'est quoi la réussite? C'est ça la vraie question. Et je trouve que C'est c'est une bonne question. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question qu'on devrait se poser plus tôt parce que ça permet aussi de faire ces choix-là, en fait, très tôt. Je vais reprendre ton exemple. Enfin, pour moi, dans ma notion de la réussite perso, effectivement, il y a l'endroit où je vis. D'être dans un endroit qui me porte, qui me fait vibrer et c'est aussi pour ça que très vite, je me suis installé là où je suis parce que, sur ce plan-là, je réussis et j'ai réussi ma vie. Je suis dans un endroit où je suis heureux, où je suis épanoui et c'est tellement plus sain et tellement plus simple quand tu as ces éléments-là et que tu te poses des questions tôt, mine de rien, enfin, en tout cas, que tu te les poses, hein. On n'est pas obligé de se les poser tôt, mais c'est bien de se les poser à un moment donné et avant d'être sur son lit de mort, je trouve que c'est plus sympa. Parce que justement, ça te clairement. permet d'en profiter et de te dire que, là, bon, je peux déménager, ça peut arriver et peut-être que ça va bouger, hein, peut-être que je vais avoir d'autres, notions de là où je veux vivre. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai déjà une vraie notion de je réussis ma vie parce que je suis dans un endroit qui me plaît et c'est tellement plus, heu, poussant au quotidien. Tu es dans une stabilité qui te correspond et dans laquelle tu es heureux parce que quand tu te lèves le matin, en tout cas, moi, dans cet exemple-là, tu vois, je sais que j'ai une vue à 360 degrés sur des montagnes, donc peu importe où je regarde le matin, quand je regarde à la fenêtre, je vois des montagnes, je vois bon, en ce moment, en plus, il y a de la neige et ça, c'est moi, je suis un gamin, hein. Quand il neige, je suis un fou. Donc c'est des éléments qui font que, bah, tu vois, je vais me lever, je vais être heureux. Mais même si ça va pas, même si on a des problèmes et enfin, j'en fais aussi partie, hein, j'ai mon lot de problèmes dans ma vie, bah, Bien quoi sûr. qu'il arrive, je sais que je vais avoir ce moment-là où je me lève et pareil le soir, j'ai 2 temps, j'ai un temps le matin et un temps le soir, comme ça de contemplation et c'est des moments qui m'appartiennent dans lesquels je me sens heureux et épanoui tout simplement, quoi. Je le comprends totalement parce qu'en tant que géographe de formation, j'ai appris tout mon parcours universitaire que l'être humain s'approprie des territoires. L'être humain est un conquérant, il a toujours conquis tout ce qu'il a pu conquérir, et quand on a fini sur Terre, on part soit dans les mers, soit dans l'espace. Donc on a besoin de découvrir toujours plus. Ah oui, avec écologiquement, c'est pas forcément dingue, j'ai lu dans tes pensées. Mais C'est pas qu'écologique, je vais rebondir, je me permets, du coup de t'interrompre. C'est pas qu'écologique. Le problème pour moi de l'espace, bon oui, effectivement, c'est une aberration écologique, mais ça c'est un autre débat. C'est aussi une question de rapport à la performance, là pour le coup. On va mettre un autre hmm. mot, que j'aime bien. Le mot performance, on est passé du culte de la performance au délire de la performance. On est passé dans une autre step, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de vouloir aller vivre sur Mars comme Elon Musk par exemple, on est dans le délire en fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bah, aujourd'hui, on ne sait pas vivre sur Mars. Très clairement, Ah c'est non, une mort assurée. Déjà, on ne sait pas en c'est pas revenir. souhaitable. Si, déjà, on ne sait pas y aller, premier point. Si on savait y aller, on ne saurait pas comment en revenir. Deuxième point. Donc ça fait déjà 2 points de mort qui sont quand même plutôt pas mauvais. Et le C'est troisième, c'est vrai. que même sur Terre aujourd'hui, on ne sait pas créer une agriculture qui est circulaire. Donc le problème, il est même juste agricole. On est des corps physiques, biologiques, donc on a besoin de se nourrir, on a besoin de ça. Aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Si tu prends une pièce aujourd'hui fermée, que tu mets toutes les conditions possibles, un vrai cluster, tu vois, tu mets de la terre, tu mets de l'eau, tu plantes dedans, et ben en fait, la circularité, donc au sens où c'est périn sur un système qui est parfaitement durable et autonome, on ne sait pas le faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu envoies des gens, même sur la Lune, hein, ils sont incapables de vivre sur du long terme parce qu'on ne sait pas comment le faire. Donc
c'est là où on rentre pour moi dans un délire de la surperformance et on n'est plus dans le culte, on est dans le délire, quoi. Je suis d'accord avec toi et dans le terme de conquête spatiale, je pensais effectivement pas aller vivre sur Mars où pour le coup, c'est à peu près du même, enfin bon bref, ça n'a effectivement pas de sens. Moi, je parlais plus de conquête spatiale dans le sens de la découverte de l'espace et par la découverte, tu te l'appropries automatiquement. Puisque l'appropriation, c'est pas forcément poser ses frontières, c'est juste découvrir. Quand tu pars en voyage, tu t'appropries quelque part un peu le territoire que tu visites parce que le premier jour, t'as toujours le même sentiment. Tu t'arrives, t'es un peu perdu, tu comprends pas trop ce qui se passe autour de toi. Il y a des langues qui sont différentes, il y a des objets que t'as peut-être même jamais vus auparavant dans ta vie. Et puis, le deuxième jour, ça va être déjà un peu moins, le troisième, etc. Ouais, alors complètement. Et puis pour abonder aussi dans ton sens, sur la conquête de l'espace, il y a aussi un autre élément. C'est pas qu'une histoire d'appropriation pour le coup. Faut regarder, hein, les prix Nobel des 20 dernières années, ils sont sur de l'astrophysique essentiellement. C'est un sujet qui me passionne, on pourrait en parler des heures. Oui, tout à fait. L'explication en fait qu'il y a derrière ça et aujourd'hui les scientifiques qui travaillent là-dessus, en physique notamment, c'est essentiellement parce que la compréhension de l'univers et donc de l'espace nous permet de comprendre la formation de notre planète et de comprendre cette question, hein, la question existentielle de la vie, de l'apparition de la vie. On la comprend parce qu'on Exactement. arrive à regarder ce qui se passe dans l'espace, parce qu'il faut pas oublier que notre planète, c'est une planète qui est jeune. OK, on parle en milliards d'années, mais c'est une planète qui est jeune au sens, Clairement. galaxie et univers même, hein. Et donc forcément, c'est aussi aller chercher des réponses ailleurs pour mieux expliquer ce qu'on vit ici. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un vrai, champ d'exploration qui est mis là-dessus. Il y a le côté conquête. Il y Ouais. a aussi, je crois, un délire de fuite aussi très clairement on est en train de brûler, notre propre lieu de vie, hein, la Terre, on est en train de le cramer à puissance 10. Donc comment est-ce que je fais pour prévoir l'après? Plutôt que de réparer nos conneries, je vais plutôt aller ailleurs. Donc il y a plusieurs éléments, hein, qui se mettent comme ça bout à bout et effectivement, ça a quand même du bon, faut pas non plus s'en cacher parce que ça nous permet de comprendre des choses qu'il y a dans l'univers et très clairement, s'il y a pas des gens qui aujourd'hui comme lui mettaient de l'argent sur ces sujets-là, parce que c'est le nerf de la guerre, ben, on avancerait beaucoup moins vite. Donc c'est aussi intéressant à un moment donné et c'est là où je remets le mot, curseur, hein, et le mot nuance, mais de voir comment est-ce qu'on pousse le curseur pour aller comprendre des éléments, qui nous touchent aujourd'hui là où on est et forcément pour ça on a besoin d'aller, à l'extérieur et donc à l'extérieur de notre planète. Ouais, tout à fait. Et puis, ça peut aussi potentiellement nous permettre de remettre en question notre physique, même parce que c'est vrai, t'as raison, tu parles de d'où on vient. Probablement qu'on est entre guillemets extraterrestre, dans le sens, enfin, on est clairement extraterrestre quand tu regardes la formation. La vie est extraterrestre, mais c'est pas au sens les martiens, c'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens les propriétés chimiques qui viennent d'ailleurs. Mais en plus, ça te permet aussi potentiellement d'anticiper l'avenir. Enfin bref, je trouve que c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans l'espace. Tant que c'est pas pour polluer l'espace, comme on a pollué la Terre et je te rejoins, totalement. Mais, derrière ça, il y a quand même une quête de sens. Cette quête de sens, elle est importante et pour faire le pont avec toi, si aujourd'hui tu travailles plus dans l'hôtellerie ou que, tu travailles plus chez Pôle emploi comme tu nous l'as dit, c'est que j'imagine qu'il y a une quête de sens qui t'a poussé à aller ailleurs. Ouais, complètement et tu vois le lien on va le faire avec le temps parce que pour le coup c'est un autre grand sujet aussi d'études d'astrophysique, c'est le temps. Mine C'est de vrai, rien, il y a qui n'existe plusieurs pas. éléments. Pourquoi j'ai arrêté tous ces parcours-là? On va reprendre un petit peu du coup le fil de mon parcours. L'hôtellerie-restauration, ça a été une manière essentiellement de vivre, c'était de l'alimentaire, hein, pour moi, même si j'ai trouvé une OK. forme d'épanouissement. Heu, Faut pas non plus, tout, jeter parce que c'est pas le cas. Mais je sautais d'objectif en objectif et à côté les projets d'entreprise, puisque du coup, je te l'ai dit, j'en ai eu, une pelle depuis mes 18 ans. Quelques-uns. Donc forcément, en fait, je vais te donner la conjugaison des 2 pour que tu comprennes. Le mode saisonnier me permettait d'avoir du temps. Le temps me permettait d'en profiter pour moi à titre perso, mais il me permettait surtout de me développer sur le côté entrepreneur. Parce que la toile de fond OK. que j'essaye de mener depuis mes 18 ans, c'est ça, c'est d'être entrepreneur et d'en vivre. Donc forcément, j'avais besoin aussi d'un mode de vie dans lequel j'allais pouvoir consacrer du temps à cette quête-là. Donc ça a évolué comme ça. Le parcours en télé-restauration, il s'est arrêté quand j'étais, donc directeur du petit hôtel 4 étoiles où j'ai travaillé, où j'étais gérant du coup. À côté, j'avais un food truck qu'on allait franchiser avec ma compagne, hein, on était tous les 2 sur les 2 projets. Donc j'avais une forme d'aboutissement sur le côté entrepreneur indépendant parce que ça fonctionnait très bien, à l'époque. Mais le Covid est arrivé à ce moment-là. Donc, premier Mmh. coup d'arrêt déjà qui m'a obligé à prendre du recul, à réfléchir, à repenser, ce que je voulais, faire de ma vie et ça a été un vrai déclencheur pour moi qui a été salvateur parce que j'ai pu justement prendre du temps
pour me poser ces questions-là et pour comprendre que j'étais en train juste de sauter d'objectif en objectif. Et donc, que d'un point de vue réussite, comme on en parlait tout à l'heure, bah, j'avais la sensation d'avancer, mais que d'un point de vue nourriture intellectuelle et épanouissement perso, pour le coup, c'était pas le cas. Donc, premier coup d'arrêt qui Ok. m'a poussé à réfléchir. Heu, j'ai pris, presque 1 an et demi de vacances quand même derrière. Faut pas, voilà, jeter la pierre parce que j'avais besoin de réfléchir et puis j'avais besoin de mener cette quête en toute tranquillité aussi, sans rien faire en l'occurrence. Alors pas sans rien faire au sens où j'étais dans un canapé et où je faisais rien, heu, dans le sens concret, mais plutôt où j'avais besoin de liberté dans mes choix et dans mes réflexions. Donc j'ai pris ce temps-là pour réfléchir. Ma compagne, du coup, elle aussi a eu ce même déclic-là, hein, cette même réflexion-là. Elle s'est reconvertie assez vite. Pour lui donner aussi de l'air dans son projet à ce moment-là, j'ai repris un travail salarié. C'est là où j'ai travaillé donc chez Pôle emploi. Donc j'y suis D'accord. allé, pour, des raisons qui étaient pas forcément les bonnes à la base, qui étaient effectivement de donner de l'air à ma compagne pour qu'elle puisse se lancer et assurer quand même, ses débuts avec un salaire et cetera. La réalité, c'est que j'y Bien suis sûr. aussi allé parce que c'était de l'accompagnement et que ça m'a permis de découvrir l'accompagnement sans enjeu. Parce qu'en tant que manager en restauration, j'ai fait énormément d'accompagnement. Mon prisme d'entrée, moi, ça a toujours été de me dire que si les collaborateurs qui sont dans mon équipe viennent avec la patate et qui sont contents de venir travailler, eh ben, ils produiront des meilleurs résultats. Et ça se sentira, puisque la finalité, c'est pour les clients, bah, les clients s'en sentiront d'autant plus contents. Donc, j'ai toujours eu cette mission-là d'accompagner finalement dans les postures de travail, dans le bien-être, dans la gestion de carrière, mes collaborateurs. Et chez Pôle emploi, c'était une manière de découvrir l'accompagnement sans aucun enjeu financier. Parce que quoi que j'en dise, quand tu es manager, tu as beau essayer de mettre 100% de ton curseur vers les gens que tu accompagnes et que tu encadres, bah, in fine, toi, tu es quand même payé, mine de rien, sur tes résultats, tu as quand Bien même des sûr. primes sur tes objectifs. Donc, tu es quand même un petit peu obligé de corréler finalement le bien-être à la performance. Et chez Pôle emploi, c'était pas le cas. Donc j'ai pu me plonger dans l'accompagnement sans enjeu financier et juste avec le plaisir d'accompagner des gens dans leur parcours. Donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé chez eux. Et puis je vais pas mentir, hein, il y a aussi une vraie relation au temps, encore une fois, hein, qui est un sujet qui me parle. C'est pour ça que c'est mon activité. Mais c'était le côté où je découvrais un mode de travail que je connaissais pas, puisque en hôtellerie-resto et comme je te l'ai dit en saison, bah, tu travailles énormément aussi bien en volume d'heures, en quantité de travail qu'en qualité, puisque c'est très prenant. C'est des environnements qui sont très stressants parce que tu as énormément de sollicitations, que ce soit lumineuses, bruyantes, etc. Tu es sursollicité en permanence, donc ça bouffe énormément d'énergie physique. Et puis, tu travailles quand les autres s'amusent. C'est un peu le truc, hein. Mais évidemment, quand les gens vont au Ouais. resto ou vont à l'hôtel, c'est par plaisir très souvent. Alors, sauf ceux qui le font pour le travail, mais je mets ça dans une case à part. Sinon, c'est quand même une notion de plaisir. Et toi, tu es donc dans l'autre côté. Donc, tu travailles en fait le soir, tu travailles les week-ends, tu travailles les vacances, tu travailles les fériés, tu travailles pendant les Noëls, etc. Et donc, ça, chez Pôle emploi, je savais que j'allais avoir des horaires de bureau. Donc, ces 3 composantes-là qui ont fait que je suis allé, chez Pôle emploi. Le côté permettre à ma femme de se relancer, le côté, voir mon rapport au temps aussi un peu différemment et souffler dans ce que je fais et puis le côté accompagnement sans enjeu financier. Donc c'est, toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à y aller et donc j'ai fait un bilan de compétences très rapidement, en arrivant chez Pôle emploi, sur mon temps à moi et c'était aussi une belle manière de me l'approprier, de le vivre pleinement, de pas avoir la contrainte de, tu vois, de encore une fois, un résultat par rapport à ce que je proposais et de pouvoir le vivre pleinement et j'ai eu une chance incroyable, je suis pas tombé sur un conseiller en bilan de compétences, je suis tombé sur un coach professionnel. Et donc j'ai été Ok. accompagné par un coach, bah, Johan, si jamais tu passes par là, je fais beaucoup de coucou moi aujourd'hui, mais qui a changé ma Bonjour à vie. Johan alors. C'est vraiment, c'est une pépite, hein, Johan pour le coup, il a vraiment, pris le temps, de m'écouter, pris le temps aussi de creuser avec moi et c'est là où j'ai eu de la chance, c'est qu'on a déroulé évidemment la trame du bilan de compétences parce que fallait, parce que c'est utile, mais il y a aussi mis beaucoup de profondeur et il m'a accompagné en fait, réellement sur du coaching. Donc j'ai pu découvrir cette facette-là, j'ai pu découvrir des facettes de moi, j'ai pu m'autoriser aussi à découvrir des choses et puis j'ai pu mettre aussi, une étiquette finalement sur quelque chose que je faisais puisque cette posture de coach, je la développais, sans le savoir, mais c'est ce que je faisais quand j'accompagnais, mes collaborateurs et donc j'ai pu, avoir cette espèce d'illumination, cette espèce d'évidence de me dire: «Mais en fait, tu trop con Dim, ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça fait presque 10 ans que tu fais du coaching». Alors pas, de manière, pro, pas avec tout le cadre et la méthode et cetera, hein. Je le faisais plutôt de manière empirique sur le terrain mais je le développais et donc grâce à ce bilan de compétences, j'ai pu, mettre le point là-dessus de, bah, oui, il existe un métier dans lequel tu peux t'épanouir, qui correspond à tes valeurs, que tu développes, qui fait un point d'orgue avec ton parcours, qui te permet d'être indépendant.
Donc ça a été vraiment la révélation et c'est pour ça que je remercie Johan, vraiment beaucoup pour ça. Ça a été la révélation de me dire: «OK, on peut y aller, ça existe et c'est ça qui aujourd'hui va te rendre heureux». Donc bah, fin de contrat, fin de bilan de compétences à peu près au même moment. Hem, Ils m'ont proposé évidemment, de prolonger, ce à quoi j'ai dit non et du coup, j'ai pu me former, donc certification de coach, en école de coaching, hein, pour aller aussi, théoriser ce que j'avais appris sur le terrain, mettre de la méthode, mettre de l'éthique et de la déontologie, mettre tout un cadre autour de ma pratique, structurer tout ça, m'apporter un vrai référentiel aussi, commencer à avoir des pairs, me sensibiliser à tout ce qui est supervision notamment. Donc mettre toute cette enveloppe-là qui me semble être aussi, hyper importante quand on coach, des gens, de pas faire n'importe quoi et d'avoir ce cadre-là de référence et donc certification de coach et derrière, lancement de cette activité, de coach professionnel.